Bienvenue dans notre émission Actu Santé. L'Actu Santé, c'est une émission qui forme, qui informe, qui éduque, mais qui traite aussi essentiellement des questions sanitaires. Cette émission sensibilise la population sur les plans de santé, surtout que la santé n'a pas de prix et sans la santé, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui parle d'avortement des jeunes filles dans nos sociétés. Je ne serai pas seul dans ce plateau. Nous sommes avec un docteur, donc un spécialiste de santé, à qui nous allons donner la parole. Il va se présenter et nous allons échanger avec lui tout autour de ce sujet. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Vous êtes un personnel de la santé. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs? Merci beaucoup pour la parole. Je vais d'abord commencer par vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler de l'avortement, qui est un sujet aussi important dans notre société. En fait, moi, c'est le docteur Bob Matala, j'habite. Je suis médecin des hôpitaux et dans les services des gynéco-obstétriques. Voilà, en petit mot, c'est ce que je peux dire. Ok, merci docteur Bob Matala. Nous parlons d'un sujet très important qui concerne la société, notamment les sujets d'avortement, qui est devenu un phénomène dans nos sociétés. Exact. La plupart des filles sont victimes de plusieurs maux provenant de l'avortement. D'après les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plusieurs filles mettent naissance. Et plusieurs filles encore sont victimes, plusieurs filles meurent de suite des complications d'avortement. Selon vous, comment est-ce que vous pouvez expliquer ces phénomènes dans nos milliers de vies? Bon, dans un premier temps, ce que je pourrais dire, c'est un problème juste de responsabilité, quoi. Dans la majeure partie des cas, ce sont des femmes ou des filles qui ne sont pas responsables, au fait, qui attrapent une grossesse et comme il n'est pas responsable, il a perdu des parents et il va tenter d'aller le faire clandestinement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le manque de préparation qui fait que les femmes se livrent à ça. Donc en petits termes, si je peux dire. Docteur, tout à fait. Y a-t-il combien de formes ou sortes d'avortement? Alors, déjà, il faudra savoir que l'avortement, c'est l'expulsion du produit de conception avant l'âge de viabilité fétale. En fait, le produit de conception, c'est le produit qui provient de la fusion entre la gamète mâle, qui est le spermatozoïde, et la gamète femelle, qui est l'ovule, qui fusionne au niveau de la trompe et forme ce qu'on appelle zygote. Et c'est ces produits-là qui va venir se développer au niveau de l'utérus, qui est la matrice. Et en se développant, à 2 mois, on l'appelle embryon, et de 3 à 9 mois, on l'appelle fœtus. Alors, c'est l'expulsion de ces produits de conception-là, avant 22 semaines, qui constitue ce qu'on appelle l'avortement. Alors, comme vous venez de dire, il existe plusieurs formes ou plusieurs types d'avortement. On a des grands groupes. On a l'avortement spontané et l'avortement provoqué. Alors, dans l'avortement spontané, c'est quoi? L'avortement spontané, c'est simplement lorsque la femme perd la grossesse indépendamment de sa volonté. Alors que provoqué, comme le terme l'indique, c'est on provoque l'avortement. Vous voyez? Maintenant, dans l'avortement spontané, il y a des sous-types d'avortement spontané. On a par exemple l'avortement spontané selon l'âge de la grossesse et l'avortement spontané selon la durée de la grossesse, selon le nombre en fait. Alors, selon le nombre, ça veut dire quoi? On a l'avortement spontané unique. Il peut y avoir une femme qui avorte une fois et après, elle continue à avoir des grossesses après. Avortement spontané multiple, c'est-à-dire que la femme perd des enfants à chaque fois. Selon l'âge de la grossesse, on a l'avortement spontané précoce, c'est-à-dire que lorsque la grossesse est expulsée avant 12 semaines, et puis on a l'avortement spontané tardif, lorsque la grossesse est expulsée entre 13 semaines et 22 semaines d'aménorrhée. Alors, dans l'avortement provoqué, on a aussi des sous-groupes. On a l'avortement provoqué médical ou thérapeutique qui se passe à l'hôpital, sous des conditions bien sûr. Premièrement, si la vie de la mère est en danger. Deuxièmement, si le bébé porte des malformations incompatibles à la vie.
on a l'interruption volontaire de la grossesse qui veut dire que la femme décide elle-même d'aller avorter. Et puis troisièmement, on a l'avortement clandestin ou illégal ou avortement clandestin illégal. Donc c'est un avortement qui s'est fait en cachette et qui n'est pas autorisé par la loi. Donc voilà en somme ce que je peux dire sur les différents types d'avortements qu'on peut avoir. Merci docteur. En vous écoutant parler, vous évoquez le cas de l'avortement clandestin ou encore caché. Cet avortement est beaucoup plus fréquenté par les jeunes filles. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, non? Illégal, clandestin. À la base, quelles sont les causes qui sont à la base de ces comportements chez les jeunes filles? Donc les causes principales d'avortement clandestin chez les jeunes filles, c'est quoi? Bon, en termes de causes, si je voudrais dire, parce que l'avortement clandestin, c'est ce qu'on appelle l'avortement provoqué, c'est-à-dire que c'est la personne qui va elle-même provoquer. Là, c'est ce qu'on appelle l'avortement clandestin. La cause, c'est comme je venais de le dire tantôt, c'est l'irresponsabilité, c'est-à-dire que la femme n'est pas prête, ou très souvent, ce sont des grossesses non désirées. Tu vois, lorsqu'il a une grossesse non désirée, soit une jeune fille qui fait des rapports sexuels non protégés, qui n'est pas informée et elle tombe enceinte, elle ne sera pas informée à ses parents, et ce qui fait qu'elle va se livrer à l'avortement. Mais il y a des causes aussi de l'avortement spontané, parce que là on a parlé de l'avortement clandestin, ceux qui se font en cachette. On a dit que les causes sont les gens, comme on a dit. Mais l'avortement spontané, par exemple, une femme qui perd sa grossesse comme ça, quelle peut être la cause? Donc, dans les avortements spontanés, les dames qui nous suivent, il y a plusieurs causes. La première cause peut être idiopathique, c'est-à-dire qu'on cherche la cause, on ne trouve pas. Vous voyez? Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, dans 30 à 80%, c'est ce qu'on appelle des anomalies chromosomiques et génétiques. C'est-à-dire que ce sont souvent des grossesses qui se perdent avant la 12 semaines. Donc toutes les grossesses qui se perdent avant 12 semaines, ce sont des grossesses qui ont des malformations et que la nature se charge d'éliminer. Troisièmement, on peut avoir des maladies infectieuses qui peuvent provoquer un avortement spontané. Par exemple, vous avez un paludisme pendant la grossesse, vous avez des maladies infectieuses comme la toxoplasmose, vous avez le rubéole, cytomégalovirus, des syphilis, vous avez même des infections urinaires ou des infections génitales. Vous voyez? Il y a des maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle. Une femme enceinte qui a une grossesse avec hypertension artérielle, on parle de la préclampsie, on parle de l'éclampsie. Lorsque la pression artérielle monte, la maman peut supporter, mais l'enfant ne peut pas supporter. Donc ça peut entraîner un avortement. Une femme qui a le diabète sucré, le sucre peut augmenter chez la maman, elle supporte, mais chez le bébé, elle ne supporte pas, elle meurt. Là, ce sont les maladies métaboliques. Donc il y a plein de maladies comme les maladies endocriniennes, une maladie hormonale. Parce que la grossesse, normalement, elle est soutenue par des hormones. On a des hormones comme l'estrogène et la progestérone. Lorsqu'il y a un trouble hormonal, la femme peut perdre aussi la grossesse. Donc en somme, on a des causes qui provoquent avortement spontané, comme je viens de le citer. Et de l'autre côté, l'avortement provoqué, c'est simplement des grossesses non désirées. Quelque chose qui n'est pas désiré, elle n'est pas prête, elle est responsable. Soit c'est la personne qui est engrossée qui refuse, qui n'est pas responsable, et ça la pousse justement à aller le faire en clandestin, en cachette. Et c'est illégal parce que ce n'est pas autorisé par la loi. Bon. Et puisque ce sont les filles qui meurent de ça, est-ce que la grossesse non désirée ou encore clandestin est condamnée par la loi congolaise? Alors, le code pénal congolais, dans sa section avortement, on a par exemple l'article 165. L'article 165 stipule ce qui suit. Toute personne qui fait avorter une femme est punie de servitude pénale à l'âge de 5 à 15 ans. Donc tout individu, un charlatan, un médecin qui fait avorter une femme, c'est 5 à 15 ans de prison. Par contre, l'article 166, section avortement du code pénal, stipule que toute femme, c'est-à-dire que la femme, là, la jeune fille qui va se faire avorter en clandestinité, court entre 5 à 10 ans. Donc en République démocratique du Congo, l'avortement est normalement interdit par la loi. Donc par là, vous voulez dire que docteur, dans tous les cas, l'avortement n'est pas autorisé dans la loi congolaise? Voilà, ça c'est aussi une question très pertinente en fait. C'est une question qui me permet de parler du protocole de Maputo. En fait, il y a une nuance à faire. Selon la loi congolaise, comme je venais de dire, l'avortement était interdit. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle le protocole de Maputo, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme. Quel est ce protocole? Alors, le protocole de Maputo, en fait, c'est un protocole qui a été adopté par l'Union africaine en 2003. Et la République démocratique du Congo a adhéré à ces protocoles
à partir de 2006. C'est une loi qui a été signée d'ailleurs par l'ancien président Joseph Kabila, qui nous a permis d'adhérer à ces protocoles. Mais il fallait attendre jusqu'en 2018 pour que ces protocoles-là soient publiés au niveau du journal officiel. Et alors, dès lors que le protocole de Maputo a été publié dans le journal officiel, ce qui veut dire que le protocole avait une ascendance ou une supériorité sur nos lois nationales. Cela veut dire quoi? L'article 215, par exemple, de notre Constitution, dit que les traités et les accords internationaux ont une supériorité sur les lois nationales. Alors, le fait qu'on ait adhéré et on ait publié les protocoles de Maputo dans notre journal officiel, d'office, ces protocoles-là ont une ascendance sur nous. Maintenant, la nuance vient à quel niveau? Le protocole de Maputo, dans l'article 15, l'article 14 plutôt du protocole, il stipule, il contraint l'État congolais à protéger les femmes ou à protéger les droits des femmes, c'est-à-dire en autorisant les femmes à avoir un avortement médicalisé. Et cet avortement-là médicalisé sous certaines conditions, bien sûr. Première condition, lorsque la santé mentale et physique de la maman est menacée. C'est-à-dire que le médecin peut faire ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique ou médical, dont je venais de parler au début. C'est-à-dire que la vie de la maman est menacée. On fait un avortement. Soit la vie de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a des malformations incompatibles à la vie, le médecin peut faire l'avortement à l'hôpital sans crainte d'être poursuivi parce qu'il est protégé par le protocole. Troisièmement, le protocole de Maputo contraint l'État congolais à protéger les femmes qui ont été victimes, par exemple, d'une grossesse suite à une agression sexuelle, suite à un viol, suite à un cas d'inceste. Donc c'est seulement dans ces cas-là particuliers que le médecin est en droit de faire un avortement puisqu'il sera protégé par le protocole de Maputo qu'on a ratifié, qui a une ascendance sur nos lois nationales, notamment le code pénal congolais. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le protocole de Maputo. Ok, docteur, puisque nous parlons toujours d'avortement, quelles sont les complications qui résultent l'avortement? Alors, ça c'est vraiment, je voudrais te féliciter parce que c'est une émission qui est très importante parce que ça interpelle nos jeunes filles. Et la question que je viens de poser, c'est une question très pertinente parce que nos jeunes filles qui se livrent à ça doivent savoir les conséquences auxquelles ils s'exposent, les complications auxquelles ils s'exposent en allant avorter. Alors, il y a 4 groupes de complications. Première complication, c'est une hémorragie. Une hémorragie génitale, ça veut dire que la femme va perdre du sang. Elle va commencer à perdre du sang. Comme c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, il a fait en clandestinité, elle ne va pas dire. Elle va chercher à cacher, non? Elle perd le sang, elle peut mourir. Deuxièmement, cette perte de sang peut entraîner que son taux d'hémoglobine diminue et qu'elle fasse une anémie. Troisièmement, on a des lésions traumatiques comme par exemple une perforation utérine, c'est-à-dire une perforation de la matrice. Parce qu'il y a le matériel qu'on utilise là, la curette, la bougie de garde pour dilater, on peut perforer la matrice et la personne ne lui dit rien et elle part comme ça avec des complications. On peut avoir une déchirure du col utérin et ça saigne énormément, ça peut conduire même à la mort. On peut avoir une irritation du placenta à l'intérieur. Tu vois, comme ce sont des choses qui se font en clandestinité, tu vois que les gens les font pas dans des conditions, dans de meilleures conditions. Le placenta peut rester à l'intérieur, ça va entraîner de la fièvre, des mauvaises odeurs, des trucs qui sortent en bas. Troisièmement, le col peut rester béant. Le col, c'est par où sortent les bébés. Béant, c'est-à-dire que ça reste ouvert, ce qui va entraîner des complications comme des avortements à répétition, tout ça, tu vois. Et on peut aussi avoir des complications comme une pelvipéritonite, c'est-à-dire un pourrissement du ventre en termes simples. Et on peut aussi avoir des complications comme une infection de trompe. Tu vois, l'infection des trompes, c'est peut être aussi une des complications. Alors, les complications tardives, on peut avoir comme une septicémie, c'est-à-dire que c'est une inflammation et c'est une infection des sangs, septicémie, ou carrément la tétanos post-abortum, c'est-à-dire que le matériel qu'ils utilisent, comme c'est en clandestinité, parfois ils ne stérilisent pas. Tu vois, ça peut entraîner aussi une tétanos. Enfin, on a des complications ou les séquelles, les complications lointaines. Alors, chères dames, vous devez savoir, parmi les complications lointaines, une femme qui a avorté, tout ça, elle court quoi? Les complications menstruelles. Tu vas voir une femme, par exemple, qui règle que 3 ou 4 fois l'année. C'est-à-dire qu'il peut régler ces mois ici, 2-3 mois ça saute, il règle, donc ça fait 3 cycles ou 4 cycles seulement en une année. Deuxièmement, tu peux voir une femme qui règle 2 à 3 fois dans un seul mois. Tout ça, ce sont des complications. Troisièmement, tu vas voir une femme qui règle plus de 8 à 10 jours et ce sont des règles de grande quantité. Quatrièmement, tu verras que c'est une femme qui perd du sang en dehors de sa période de menstruation. Deuxièmement, ça peut entraîner une stérilité. Ça, c'est très important.
C'est-à-dire que l'avortement peut entraîner une stérilité chez la femme par l'obstruction des trompes. Quatrièmement, ça peut entraîner ce qu'on appelle les grossesses ectopiques, c'est-à-dire qu'une grossesse, normalement, se développe dans la matrice, mais tu verras chez cette femme-là, tellement qu'on a gratté trop à l'intérieur, et la grossesse va se retrouver au niveau de la trompe, ou carrément se retrouver au niveau abdominal. Tu vois? Quatrièmement, on a par exemple une rupture d'une cicatrice de la matrice. Par exemple, comme j'avais dit, la perforation. On peut perforer ta matrice, on laisse une plaie qui cicatrise. Mais lorsque tu as une prochaine grossesse, comme la grossesse prend du volume, ça peut se fissurer et on a une rupture utérine qui va t'entraîner à la mort. Et une des complications, c'est une complication psychique. Comme je vous ai dit, très souvent, ce sont des grossesses nées désirées, ce sont des jeunes filles et elle va avoir une sensation de culpabilité. Cette culpabilité-là d'avoir avorté. Et une autre complication, ce sont des avortements à répétition. Tellement qu'on a manipulé ton col, il est resté béant, ce qui fera que toutes les grossesses que tu auras, ça va commencer à sortir. On sera même obligé parfois de faire un cerclage du col, c'est-à-dire de fermer en bas pour permettre à ce que ta grossesse évolue, sinon la grossesse va sortir. Donc voilà ensemble les différentes complications auxquelles les femmes ou les jeunes filles qui se livrent à l'avortement doivent savoir qu'elles s'exposent à toutes ces complications que je viens de citer. En tout cas, c'est très intéressant. Vu que nous parlons des causes et des complications, et surtout que la loi congolaise interdit ou condamne l'avortement dans toutes ses formes, je ne sais pas, puisque nos filles là habitent dans nos maisons, dans nos sociétés, et elles sont à la charge des parents. Est-ce que parmi les causes, on peut responsabiliser une grande partie à nos parents qui peuvent être en quelque sorte irresponsables, ou encore par manque de moyens? C'est ce qui fait que ces filles puissent aller tomber dans ces genres d'avortement. Par exemple, une fille qui a son ami, mais qui s'est retrouvée dans un état de grossesse non désirable et elle préfère d'aller avorter. Bon. La charge de la responsabilité, la grande partie de charge, nous pouvons attribuer aux parents, nous pouvons attribuer à l'État qui ne sait pas vulgariser ces restrictions, ou encore nous pouvons attribuer aux médecins qui ne savent pas dire clairement ce que la jeune fille peut faire de son corps lorsqu'elle est en état de grossesse. Ok, merci. En tout cas, l'émission est faite des questions aussi pertinentes. Alors, les responsabilités sont en partagées. Par exemple, ce qui concerne le corps médical, vous m'avez invité ici pour conscientiser ces dames qui nous suivent des complications auxquelles elles s'exposent. Je viens d'énumérer toutes les complications auxquelles elles s'exposent. Bon, normalement, les responsabilités sont partagées. Vous savez, ça commence au niveau de la famille. La famille, c'est l'unité de base. Tout commence là. Malheureusement, avec l'évolution des choses, l'évolution de la technologie, vous voyez que nos parents n'ont pas assez de temps de causerie ou de dialoguer avec les enfants. Les parents, suite à la situation socio-économique du pays, ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Il y a certains parents même qui ne voient pas les enfants toute une semaine. La conséquence, c'est que les enfants vont avoir l'éducation à la rue. Et à la rue, il y a toutes sortes de personnes. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles se retrouvent dans des cas de grossesse et ils sont mal orientés. C'est déjà là au niveau de la famille. Donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus ce dialogue-là entre les parents et les enfants. Et surtout pour la jeune fille, la meilleure amie de la jeune fille, c'est sa maman. C'est sa maman qui l'oriente. Il n'y a pas ce dialogue. Le deuxième niveau, c'est l'école. Après la famille, c'est l'école. L'école qui a pratiquement abandonné sa mission, parce que à l'école on avait des leçons comme éducation à la vie, on avait des leçons comme éducation civique et morale, vous voyez. Je ne sais pas si ces leçons-là existent encore. Il y a l'État. L'État normalement c'est ça, l'État c'est global puisque l'État normalement s'il assure une bonne rémunération aux parents, et les parents seront en mesure de prendre en charge les parents. C'est à ce niveau-là qu'intervient l'État. Donc l'État doit s'assurer de rémunérer correctement les enfants. L'État doit, de l'autre côté, par exemple, la gratuité de l'enseignement, qui est une bonne chose qui permet aux enfants d'aller à l'école au lieu de guendailler dans la rue où elles vont se livrer à n'importe quoi. Vous voyez? Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc les responsabilités sont partagées à chaque niveau. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'État, il y a même l'Église.
Vous voyez, il y a l'Église qui a aussi pour rôle de compléter cette éducation-là qui a commencé à la maison, à l'école, et à l'Église, comme les enfants sont dans les codymes, tout ça là, c'est un lieu où, normalement, quand une jeune fille voit déjà ses règles, il devait avoir un dialogue permanent avec sa maman, un dialogue permanent avec, par exemple, les encadreurs de l'église, voyez-vous. Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport à la responsabilité de ces filles-là qui vont se faire avorter en Luré. Je crois qu'à travers cette émission, beaucoup de filles sont en train de nous suivre parce que c'est un sujet qui parle essentiellement d'elles. Donc, c'est un sujet qui parle de la santé de la jeune fille, car l'avortement, c'est un acte qui tue. Et l'avortement a déjà tué beaucoup de filles dans le monde. Il n'y a personne qui peut en disconvenir. Je ne sais pas, docteur, à votre niveau, en tant que spécialiste de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter ou essayer un peu d'éradiquer ces phénomènes d'avortement clandestin dans nos milieux sociétals? Alors, du point de vue de l'État, parce qu'il faudra savoir que nous sommes un pays post-guerre et d'ailleurs en guerre. Pour un pays comme le nôtre, vous avez, par la partie l'est du pays, beaucoup de jeunes filles qui subissent les affres de la guerre. C'est-à-dire qui se retrouvent enceintes du fait d'une agression sexuelle, qui se retrouvent en fait du fait d'une violence, d'un viol. Il y a certains même dans nos sociétés qui se retrouvent en fait de grossesse suite à l'inceste. Par rapport à ça, c'est comme ça que je vous ai dit que l'Union africaine, qui a élaboré ces protocoles, auxquels plutôt le pays a adhéré, a ratifié et a promulgué. Ce protocole de Maputo permet de protéger, parce que les gens, normalement, ce n'est pas toutes les femmes qui vont se faire avorter, qui les font par plaisir. Pas nécessairement. Donc ce protocole-là leur permet de les protéger dans les différents cas qu'on venait d'élucider tout à l'heure là. Alors, pour éviter ça, c'est simple. Comme je venais de dire, c'est l'unité de base, c'est la famille. Vous voyez, quand vous voyez les années, comment elles évoluent, nos parents, nos arrière-parents, et maintenant c'est différent, vous voyez. Il y a une influence extérieure. Normalement, on doit, du point de vue de l'État, déjà un protocole qu'il a ratifié, l'État doit bien rémunérer les parents pour les permettre de prendre correctement en charge. L'État doit assurer une gratuité d'enseignement comme on vient de le faire pour permettre aux enfants d'aller à l'école. L'éducation qu'ils ont commencé à la maison, ils continuent à l'école. Et les responsables des églises, parce que maintenant les églises, c'est là où beaucoup de gens y vont. Ils ont une grande responsabilité parce que le croyant, tout ça, ils croient fermement à leur pasteur ou à leur berger, vous voyez. Donc ils ont une très très grande responsabilité, vous voyez un peu. Et dans des médias, par exemple, des émissions comme Actu Santé ici, ce sont des émissions qui permettent aussi de sensibiliser et de rappeler aux parents leur rôle. Ouais, leur rôle, parce que tout part de l'unité de base qui est la famille, là où l'enfant naît, de 0 à 18 ans, c'est là où l'enfant est capable de recevoir le maximum d'informations. Après 18 ans, dès qu'elle a reçu les bonnes informations, elle va, la femme, puisqu'on parle de la fille, elle sera difficilement influençable par les influences extérieures, vous voyez. Et il y a aussi autre chose, il y a la culture. Nous, Africains, on a notre culture, on a notre manière de faire, on en est interdit. Mais malheureusement, on subit une influence de l'extérieur à travers des chaînes de télévision extérieures que vous connaissez, que je ne voudrais pas citer les noms, qui prennent du temps aux enfants, qui apprennent aux enfants certaines choses qu'ils ne devaient pas apprendre. Ce sont des séries que le maman suivent avec les petits-enfants, tout ça. Et quand ils voient ça, ce sont des choses qui stimulent les enfants pour pouvoir aller essayer et puis ils se retrouvent enceintes. Donc, en somme, ce que je pourrais dire, c'est exactement ça. Donc, l'État a sa responsabilité, mais surtout, pour combattre cela, c'est l'unité de base, c'est la famille. Tout commence par là. Et si on réussit au niveau de la famille qui est l'unité de base, en fait c'est la fondation, le reste va suivre. Ok, docteur Bob. Oui, monsieur Ferme. De la loi congolaise. L'État congolais a interdit les mariages avant 18 ans, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça veut dire que chaque fille qui n'a pas encore atteint 18 ans n'a pas droit au mariage. En principe. Cela implique qu'elle ne peut pas être enceinte. En principe, oui. Alors, bon, aujourd'hui, nous voyons la plupart des mineurs qui sont enceintes. Si, bon, au cas où un mineur est enceinte, ou une mineure est enceinte, selon vous,
elle peut garder sa grossesse jusqu'à l'accouchement ou bien elle peut passer à l'avortement? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, si on se retrouve devant le cas d'une mineure qui est enceinte, il faudra justement consulter la loi, parce que je vous ai dit que nul n'est censé ignorer la loi. La loi congolaise de l'école pénale avait permis, avait restreint, c'est-à-dire qu'elle a interdit l'avortement clandestin, l'avortement provoqué. Mais il y a le protocole de Maputo auquel on a adhéré et on a publié dans les journaux officiels qui autorise un avortement médicalisé sous certaines conditions. C'est-à-dire que pour cette fille-là qui est une mineure, déjà qui est enceinte, c'est déjà une infraction, c'est une mineure, il n'est pas censé se retrouver enceinte. Deuxièmement, on doit visiter pour voir est-ce que cette grossesse-là met en danger la fille. Est-ce que le bébé qui est à l'intérieur court un danger? Est-ce que cette grossesse est issue d'un viol? Est-ce que cette grossesse est issue d'une agression sexuelle? Si toutes ces étapes-là ou tous ces éléments-là, la jeune fille se retrouve dans ces critères-là, elle va garder cette grossesse-là puisque c'est ce qui va l'aider peut-être à prendre conscience. Donc l'avortement n'est autorisé que dans les conditions que je viens de citer là. Là, ça peut se faire à l'hôpital et c'est protégé par la loi qu'on a rectifiée. Mais en temps normal, l'avortement n'est pas autorisé. L'avortement, la loi congolaise l'interdit. Mais le protocole de Maputo met quelques conditions de manière à protéger la femme. Parce que le protocole de Maputo, c'est un principal instrument juridique pour le droit de protection de la femme et de la jeune fille. Ok, merci. Je crois que nous avons échangé avec vous en long et en large tout autour de ces sujets, qui est important d'ailleurs pour la vie. Je ne sais pas, docteur Bob, oui, quel est le message que vous pouvez transmettre à nos jeunes filles, à nos mamans, peut-être qui ont encore l'habitude de passer dans ces pratiques? Alors, déjà, je commence par vous remercier pour votre invitation. Le sujet était vraiment pertinent. C'est un sujet majeur de santé publique. Alors, ce que je dirais aux jeunes filles qui nous suivent, premièrement, vous devez savoir que l'avortement vous explique à beaucoup de conséquences et de complications que je viens d'énumérer ici. C'est très important. Vous pouvez perdre la vie, vous pouvez rester stérile toute votre vie, au-delà de toutes les complications que j'ai énumérées ici. Donc, vous devez faire très attention. Deuxièmement, vous devez savoir que l'avortement normalement clandestin, illégal et criminel est interdit par la loi. Donc si vous vous avisez à aller avorter, vous risquez d'être poursuivi par la loi. Troisième chose, je voulais dire par rapport au protocole de Maputo, c'est un protocole auquel on a ratifié en 2018 qui permet l'avortement qui est médicalisé. Et c'est un avortement qui se fait dans l'hôpital par un médecin et dans des conditions que je venais d'énumérer ici tout à l'heure. Quatrièmement, à nos mamans, je dirais de reprendre les dialogues avec nos jeunes filles. Dès lors que la jeune fille voit ces règles, vous devez prendre votre temps. Je sais que la situation socio-économique est difficile, vous sortez le matin, vous rentrez le soir, mais prenez quand même le temps parce que le manque de dialogue que vous avez avec vos enfants fait en sorte qu'elles vont s'exposer et elles avortent. Il y a certains qui avortent qui sont dans vos maisons sans que vous ne les sachiez. C'est-à-dire que les enfants ont appris beaucoup de choses à l'extérieur à cause de cette absence de responsabilité. Et à l'État, il faut assurer une bonne rémunération des parents de manière à leur permettre de prendre en charge correctement les enfants. Il faut continuer dans cette mesure de la gratuité de l'enseignement pour permettre au maximum, surtout des filles, parce qu'après la famille, c'est l'école qui continue et aux églises de fournir un effort d'aborder ces sujets qu'on considère tabous. Ce sont des sujets maintenant qui sont tabous. De briser cette glace-là, afin que les filles, nos jeunes filles soient informées. Et merci à vous parce qu'à travers votre émission, vous me permettez plutôt de vulgariser sur les conséquences de l'avortement. Donc, merci. Chers téléspectateurs, nous vous aimons beaucoup et merci vous qui nous avez suivis à travers cette émission. Nous avions reçu le docteur Bob Matala, avec qui nous avons échangé sur l'avortement, qui est un sujet sensible dans la société congolaise. À travers ce sujet, vous avez reçu des conseils, vous avez reçu les enseignements, mais aussi l'éducation. Nous vous disons grand merci pour votre réelle attention. Moi, c'est Fernand Mateka, le présentateur de cette émission, Actu Santé. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion, nous allons nous retrouver toujours dans cette émission Actu Santé. Bye.